Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous parler de l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay et nous utiliserons l'abréviation ARSAC. Cette présentation répondra à la question « Quelles sont les principales atteintes de l'ARSAC et son évolution au fil du temps? » Voici les points qui seront abordés pendant la présentation. Tout d'abord, voyons qu'est-ce que cette maladie. En fait, l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay est une maladie neuromusculaire dégénérative qui touche la moelle épinière, le cervelet et les nerfs responsables des mouvements, de l'équilibre et de la coordination. Aussi, c'est une maladie héréditaire de type récessive et elle fait partie de la famille des ataxies. Ce syndrome est remarquablement homogène puisque les atteintes et la progression de la maladie sont très similaires d'un patient à l'autre. De plus, certaines caractéristiques ressemblent à celles de l'ataxie de Friedreich, comme un ralentissement du taux d'oxydation du pyruvate et une hyperbilirubinémie. Pour ce qui est de l'épidémiologie, on peut observer une personne atteinte sur 1900 dans la région de Charlevoix-Saguenay, ainsi qu'une personne sur 22 qui serait porteuse du gène de l'ARSAX. L'effet fondateur est à l'origine de la grande proportion de porteurs de la maladie dans cette région, c'est-à-dire qu'il y a une moindre diversité génétique que dans les autres régions, puisque celle-ci a été colonisée seulement par un petit nombre d'individus provenant d'une région mère. Malgré qu'il y a des cas dans d'autres pays, c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de patients, c'est pourquoi ce sujet est particulièrement important. La génétique est à l'origine de l'ARSAC. En effet, il y a une mutation génétique située sur le chromosome 13, soit la présence du gène SAX. Puisque cette maladie est de type récessive, le gène SAX, donc le gène défectueux, doit être transmis par la mère et par le père. Il y a donc 25% de chances que l'enfant soit atteint si les deux parents sont porteurs. Dans les cellules nerveuses, les filaments intermédiaires spécialisés, appelés neurofilaments, permettent d'établir la taille et la forme des axones, qui sont essentiels pour la transmission de l'influx nerveux aux autres neurones et aux autres cellules musculaires. Les mutations du gène SAX engendrent la production d'une protéine saxine instable. Cette protéine anormale pourrait altérer l'organisation habituelle des neurofilaments et donc la fonction neuronale. Cela provoquerait une diminution de la signalisation neuronale et pourrait entraîner les symptômes de la maladie, comme la spasticité. Au niveau de la localisation, le gène SAX se retrouve principalement dans le cerveau et plus particulièrement dans les cellules de Purkinje. L'ARSAC est une maladie qui apparaît durant l'enfance et qui présente d'abord des signes d'une atteinte des structures pyramidales, suivie d'atteinte du cervelet, puis périphérique. Pour l'atteinte pyramidale, soit une atteinte au niveau du faisceau cortico-spinal, elle engendre notamment de la spasticité, soit une augmentation anormale du tonus musculaire, un réflexe rotulien augmenté et le signe de Babinski, qui est un réflexe anormal. À cause de la spasticité, l'atteinte pyramidale est fréquemment la plus importante. Une quantité augmentée de fibres pontocérébelleuses qui compressent les voies pyramidales pourrait causer cette spasticité dès l'enfance. L'atteinte cérébelleuse engendre de son côté de la dysarthrie, qui est une difficulté à parler de façon naturelle, notamment à cause de l'articulation, donc les patients font plus de pauses en parlant et le contrôle du ton de la voix est difficile. Une ataxie du tronc, une atrophie du cervelet et une atrophie corticale cérébelleuse progressive sont également observées. Par rapport à l'atteinte périphérique, on note une amyotrophie, c'est-à-dire une faiblesse et une atrophie musculaire qui prennent part d'abord dans les membres inférieurs, une diminution de la perception de la vibration dans les jambes, ainsi qu'une diminution des réflexes achilléens. Une anomalie de développement des nerfs périphériques causée par un défaut dans la maturation des axones myélinisés de gros calibre serait aussi probable. Il y aurait en effet une réduction du nombre de larges fibres myélinisées, ce qui expliquerait l'absence de potentiel d'action au niveau des nerfs sensoriels. Les patients présentent habituellement une triade de symptômes classiques, soit de la spasticité, une ataxie cérébelleuse et une neuropathie périphérique. De plus, des examens d'IRM ont permis d'observer qu'une atrophie cérébrale est visible en fin de vie, ainsi qu'une atrophie et un aplatissement de la moelle épinière cervicale. Parmi les symptômes non évolutifs, il est possible d'observer un nystagmus, soit un mouvement saccadé et d'oscillation involontaire d'un ou des yeux, une hypermyélinisation de la rétine qui provoque une poursuite oculaire saccadée, la dysphagie, qui est un trouble de la déglutition qui se manifeste par une difficulté à avaler, le syndrome du motoneurone supérieur, qui est dû à une atteinte de la voie cortico-spinale et qui affecte la neuromotricité, entre autres les mouvements volontaires et la spasticité,
une diminution importante de la myélinisation des grosses fibres, et enfin, en lien avec l'atteinte des nerfs périphériques, des signes de dénervation ainsi qu'une conduite nerveuse plus lente pouvant s'exprimer par des réflexes plus lents. Pour continuer, les différentes atteintes peuvent s'exprimer sous forme de manifestations cliniques. Ici, celles abordées sont celles qui sont généralement typiques à ce trouble. Notamment, on retrouve la spasticité des jambes, qui ne se retrouve pas chez tous les patients, mais quand même chez une grande majorité, qui va entraîner une marche spastique sur le bout des pieds. Aussi, on a des pertes d'équilibre qui vont engendrer des chutes fréquentes et une marche ébrieuse. Aussi, un manque de coordination dans les mouvements de bras et des mains, une altération saccadée des poursuites oculaires ainsi qu'une élocution lente et une prononciation difficile. En ce qui concerne l'évolution des symptômes, il a été constaté que les principaux se développent progressivement chez une personne atteinte et certains signes peuvent être détectés selon sa période de vie. En effet, pendant la petite enfance, les signes précoces de spasticité des membres inférieurs apparaissent, soit entre 12 et 24 mois lorsque les patients commencent à marcher. Aussi, on y retrouve un retard à la marche, des chutes fréquentes et un manque d'équilibre, soit entre 12 et 18 mois. Pour ce qui est de l'âge scolaire, on y retrouve des difficultés avec la motricité fine, des difficultés avec le langage, donc la dysarthrie, de la lenteur à maîtriser l'écriture manuscrite et des problèmes d'apprentissage causés par un manque de confiance en soi et de motivation. Enfin, pendant la période de l'adolescence et l'âge adulte, on y retrouve une raideur, donc la spasticité qui va commencer au niveau des jambes et un début de déformation des pieds et des mains, ainsi qu'une diminution du tonus musculaire. Pour continuer, puisque cette maladie est dégénérative, il est possible de voir une multitude de changements avec les années, dont cette progression est de plus en plus évidente à l'adolescence et dans la vingtaine. En lien avec ces changements, on peut y retrouver une dégradation de la motricité de l'individu. En effet, il a été observé qu'entre l'âge de 20 et 35 ans, l'utilisation d'une canne ou d'une marchette est nécessaire pour se déplacer, tandis qu'autour de 35 ans, un fauteuil roulant devient souvent nécessaire. Il est à noter que les patients perdent la marche à un âge moyen de 41 ans. On y retrouve aussi un changement quant aux réflexes tendineux qui disparaissent vers 25 ans après avoir été vifs auparavant dans la majorité des cas. De plus, dans les AVQ, soit vers l'âge de la quarantaine, le besoin d'aide est de plus en plus important. En ce qui concerne les capacités de perception visuospatiale et la paraparésie spastique, celles-ci se détériorent progressivement tout au long de leur vie. Enfin, quant à elle, l'espérance de vie est d'environ 60 ans, mais l'âge moyen de décès est de 51 ans. Le but principal des traitements et des interventions est de contrôler la spasticité. Donc, certains médicaments antispastiques sont souvent utilisés. Cependant, ils engendrent des effets secondaires, comme la somnolence et une augmentation du déséquilibre. Malheureusement, aucun traitement ne peut guérir cette maladie, donc on vise à atténuer les symptômes. Un programme spécifique aux besoins physiques de la clientèle ARSAC a un impact positif sur la condition physique, la capacité et l'autonomie fonctionnelle. Donc la personne peut conserver une meilleure qualité de vie en retardant certains symptômes de sa maladie. Toutefois, pour améliorer et avoir un impact positif sur la spasticité, il faudra un programme d'entraînement davantage axé spécifiquement sur cette dernière. Une intervention précoce est suggérée pour prévenir les limitations articulaires, comme le fait de maintenir l'attaque du talon au sol et la mobilité. En complément du traitement conservateur, l'intervention chirurgicale peut être bénéfique dans le traitement des patients atteints d'ARSAC. Sur le plan clinique, une des interventions chirurgicales les plus efficaces est la triple arthrodèse avec allongement percutané du tendon d'Achille. Une revue systématique étudiant le potentiel de réhabilitation chez les patients atteints d'ataxie génétique dégénérative a permis de mettre en lumière que les thérapies devraient inclure des interventions variées et ayant de multiples facettes ciblant une zone de déficience précise. La réhabilitation peut permettre d'améliorer notamment la fonction ainsi que, ultimement, la qualité de vie. Selon cette revue systématique, l'entraînement à l'équilibre et à la coordination a démontré une amélioration notamment de la vitesse de marche et de la longueur des pas. La réadaptation multidisciplinaire qui utilise certaines interventions, comme la mobilisation de la colonne vertébrale et la pratique de la double tâche motrice, permettrait une amélioration de la vitesse de la marche et du nombre de chutes. L'impact de l'ARSAC sur le fonctionnement se fait sentir de façon importante sur les activités de la vie quotidienne. En effet, les domaines les plus touchés sont le logement,
la mobilité, les loisirs et la communauté. Des restrictions au niveau de la participation dans les AVQ se manifestent dès l'âge adulte moyen. Les déficiences aux membres inférieurs et supérieurs engendrent une diminution plus importante de la participation dans les AVQ que dans les activités sociales, comme les AVQ nécessitent davantage d'habileté motrice. Ce niveau de participation et d'indépendance dépend grandement du niveau de mobilité, ce qui fait en sorte qu'une personne en fauteuil roulant vit de façon moins indépendante qu'une personne qui se déplace qu'avec l'aide d'une canne. L'ergothérapeute a un rôle important auprès de cette population, comme il aide la personne à identifier des loisirs signifiants qui correspondent à son niveau d'habileté et qui contribuent au maintien des sentiments de compétence et d'autodétermination. Concrètement, l'ergothérapeute peut effectuer avec la personne un entraînement aux AVQ, une modification de l'environnement en tenant compte des capacités résiduelles et de l'enseignement de techniques de conservation de l'énergie. En conclusion, l'ARSAC est une maladie neuromusculaire dégénérative et héréditaire de type récessive. Les 3 types d'atteintes possibles sont celles cérébelleuses, périphériques et pyramidales, et ceux-ci se présentent sous différentes formes de manifestations. Les causes sont le plus souvent génétiques et engendrent des symptômes qui évoluent selon les périodes de la vie. Un suivi multidisciplinaire est nécessaire et différents moyens existent pour atténuer les symptômes de la maladie, mais aucun traitement n'est disponible pour en guérir. L'ergothérapeute y joue un rôle clé, comme il permet d'optimiser le niveau de satisfaction de la personne en plus d'adapter l'environnement afin qu'il soutienne la participation de celle-ci. Si nous avions à donner suite à cette présentation, nous élaborions davantage sur les traitements émergents de la maladie qui permettraient aux personnes atteintes d'en guérir et non pas seulement de connaître une diminution des symptômes. Une avenue prometteuse actuellement explorée est la thérapie en lien direct avec la mutation génétique du gène SAX, soit la thérapie génique. Voici une question intéressante que nous pourrions nous poser afin d'engendrer la discussion.